Autre sujet qui fait la une des journaux, des quotidiens ce matin, l'absentéisme au travail. La France bat des records. Un cabinet de conseil Mercer révèle les chiffres alarmants. Le taux s'élève à 5,8% en 2024 contre 5,3% en 2023. C'est un niveau inédit. C'est 2 fois plus qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Est-ce que la France a un problème avec le travail ? Écoutez, visiblement, je ne sais pas si la France a un problème avec le travail, mais force est de constater que les Français ne trouvent plus, sans doute, grand sens à leur travail, sont pas très heureux dans leur travail, ce qui pour part explique l'absentéisme. Je crois que il est monté à 19 jours, c'est ça ? 19 jours par... Alors il y a plusieurs chiffres. Ça dépend dans le secteur privé et public, en tout cas. En fait, sur les jours, je vais vérifier l'information avant de vous dire des bêtises, mais je voulais vous faire écouter Laurent Capelletti, puisque vous parliez des raisons. Il est économiste, il parle justement des raisons de la hausse de l'absentéisme. Il était l'invité de CNews ce matin. Il y a 2 grandes causes. La première, c'est que tout le monde minore le phénomène. C'est-à-dire, on en parle, on dit que ça augmente, etc. Mais il n'y a pas de chiffrage de l'impact total. Et donc, du coup, il y a des réactions insuffisantes de la part des dirigeants, de la part de l'État, de la sécurité sociale. Si on chiffrait, déjà, ça permettrait une prise de conscience des pertes économiques liées à l'absentéisme au travail. La deuxième raison, c'est globalement une qualité, on va dire, insuffisante de management, de qualité de conditions de travail. Et ça ne cesse de se dégrader. C'est-à-dire que l'absentéisme au travail, en fait, en France, ça fait depuis 20 ans qu'il se dégrade continuellement. Et maintenant, il touche les jeunes. Ouais, Laurent Capelletti qui dit qu'on sous-estime ce phénomène. D'ailleurs, il est économiste à la CNAM. Il dit en gros que ça devrait se chiffrer à plutôt 100 milliards au lieu des 60 à 80 milliards dont parle le gouvernement. Alors, ça fait quand même beaucoup, 100 milliards, vous imaginez ? Il dit une chose qui est très importante. Il parle de la qualité, ou du peu de qualité, du management. Je crois que on est encore dans des vieilles lunes françaises avec un management très pyramidal. Oui. Je vous dis cela parce que, par exemple, c'est assez différent d'un management, soit les Espagnols ont beaucoup évolué sur cette question, ou les pays du nord de l'Europe qui ne managent pas du tout de la même manière. Nous, on reste dans ce management à l'ancienne, avec le chef qui décide de tout, avec peu d'autonomie, ce qui confère souvent sur les différents échelons assez peu de sens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas assez, sans doute, ne sont pas assez libres. Mais je pense que la question, c'est pas comme ça ailleurs. J'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, ça soit beaucoup mieux. Non, j'ai pas cité les États-Unis. J'ai cité le nord de l'Europe et l'Espagne. Ils font toujours tout mieux que nous. C'est agaçant. Mais je pense surtout qu'il y a aussi un autre phénomène. Faut pas oublier la recrudescence de ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire j'en ai fait pas mal pour financer mes études en partie. Ce sont même pas des métiers en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande même pas une compétence, on vous demande de faire des gestes qui sont finalement très robotiques, qui se rapprochent un petit peu parfois du travail à l'usine dans le fait qu'on ne vous demande pas de réfléchir, qu'on ne vous demande pas forcément, on vous demande d'exécuter une tâche qui n'a pas beaucoup de sens. Je pense aussi que c'est ça, c'est le manque de sens, c'est ce qui ressort. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué peut-être pour une génération en plus qui est de plus en plus envie d'être d'avoir peut-être des rêves de grandeur, peut-être que le goût de l'effort est moins là, mais c'est compliqué aussi. C'est pareil chez les cadres, vous savez, ils parlent justement des fameux burn-out. Oui, mais c'est aussi peut-être parce que les cadres aussi dans la technique de management n'ont pas de sens. Moi, je pense que à force, encore une fois, d'enlever le côté humain finalement qui prévalait avant au travail. C'est-à-dire qu'avant, vous alliez au travail, c'était aussi un espace social. Oui. Moi, je regardais, il y a des études qui ont prouvé que depuis qu'il y a depuis le Covid et que les conditions de télétravail, il y a 20% d'arrêts supplémentaires chez les gens qui télétravaillent. On pourrait dire, ils sont chez eux, ils sont tranquilles, ils vont pas prendre un arrêt. Et pourtant, ils le font. Pourquoi ils le font ? Parce que le tissu social, il est fragmenté. Il y a aussi des suppressions de postes, les cadres font peut-être 2 fois le travail. Il y a 2 phénomènes qui ont modifié le travail. Ophélie a complètement raison de parler de la crise Covid. Elle est fondamentale dans la manière d'appréhender le travail c'est l'un des phénomènes. Et le deuxième, c'est sans doute le numérique et l'arrivée de l'IA. Ces 2 phénomènes conjugués fait que la nature... fini avec l'IA. Fait que la nature même
du travail est en train de changer. Vous savez que dans les banques, le système bancaire français, c'est à peu près 120 000 personnes. On dit qu'avec le développement de l'IA, etc., on pourrait se passer de 60 000 personnes. Alors, c'est-à-dire de la moitié. Le gouvernement a des pistes. Hein. Alors déjà, il constate que le système français est peut-être un petit peu trop généreux. En tout cas, d'arrêt maladie, il y a un jour de carence dans le public, 3 dans le privé. Là, non, c'est l'inverse, pardon. Un jour de carence dans le public, 3 dans le privé. Alors ça, c'est Michel Barnier, vous y s'y attaqué, mais enfin, il n'a pas réussi. C'est incroyable. Il n'a pas réussi. Et puis, je pense aussi qu'il y a des gens qui confondent deux choses. Il ne faut pas confondre l'absentéisme, qui est une chose, et les arrêts maladie, qui sont des arrêts maladie qui, souvent, en fait, quand on regarde les chiffres, c'est la majorité des arrêts maladie, c'est sur une durée de 30 jours. Donc, ce sont des arrêts maladie de longue durée, finalement. Oui. Donc, déjà, faut pas non plus avoir une vision d'un employé qui s'amuserait à 1 ou 2 fois par. Il y en a certains. Mais la majorité, c'est pas ça. Justement, il propose de limiter la durée maximale d'un arrêt de travail. Voilà. Alors, après ça pose des questions, parce qu'en effet, quelqu'un qui a un arrêt longue maladie, un cancer, qu'est-ce que vous voulez le reforcer à un moment à travailler? Donc, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Mais pour les arrêts, en fait, les arrêts de courte durée et de brève durée, c'est vrai que moi, j'ai entendu se dire on va monter les jours de carence à 6 jours. Moi, ça me semble quand même assez peu, encore une fois, humain, cette condition. Parce que, encore une fois, vous allez travailler, mais ça 6 jours, c'est quand même. Je vais vous fâcher, Ophélie Roch, mais bon, on a tous, peut-être, enfin, certains d'entre vous ont des enfants, les auditeurs qui nous écoutent, pardonnez-moi, mais je vais peut-être pas faire des heureux, mais le nombre de professeurs, enfin, moi je vois à l'année dans le public qui sont absents et qui, au dernier moment, préviennent, enfin, j'en ai parlé justement dans le livre que j'ai fait sur Vivre à l'éducation nationale. En fait, si vous regardez les chiffres, c'est vrai qu'un professeur est souvent absent. Attendez, mais laissez-moi donner la justification. J'attends. Les 2 tiers des absences, c'est bien malgré nous. C'est parce qu'on nous force à faire des formations qu'on n'a pas demandé et qu'on ne demande pas, mais qu'on est obligé de faire. Il y a les conseils de classe qu'on n'a pas choisi de mettre en plein milieu des cours. Et c'est vrai qu'il y a souvent des professeurs absents. Il y a les 2 types. Souvent, c'est vrai qu'il y en a certains qui se permettent. Notamment la première heure qui est prévenue un quart d'heure avant. Ça, en effet, c'est le côté honteux du métier. Mais la grande majorité de mes collègues, moi je vois, n'ont pas pris une journée. Moi, j'ai une collègue qui est venue enseigner. Elle avait eu une grave infection à la main. Elle est enseignée. Elle venait de sortir la veille des urgences avec le bandage. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'on voit, c'est souvent des absences structurelles. C'est-à-dire que la formation, vous êtes obligé de la faire. Non, mais c'est bien de rétablir et je ne dis pas qu'il peut y avoir, en effet, on a tous dans notre entourage un collègue un peu paresseux, un peu feignant. Ça, c'est clair et net. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais dans le public, parce que c'est vrai que le privé, il y a beaucoup moins d'absences. Bon. Alors, j'ai été professeur dans les deux. Moi, je ne trouve pas que dans le public, il y ait beaucoup d'absences. Honnêtement, je trouve même que c'est de chance. C'est surtout pas tomber sur le. En fait, il faut changer de chronique. Faut changer de chronique. Non, mais moi, honnêtement, quand vous voyez les conditions de travail, quand vous êtes dans le public, moi j'enseigne à Argenteuil, vous avez des journées mais qui sont diaboliques, et que vous voyez qu'en fait tous vos collègues ils tiennent. Alors ils tiennent parfois dans des états catastrophiques, mais ils tiennent. Donc c'est vrai que c'est toujours dommage de voir que c'est parce qu'il y a. J'en ai profité, vous étiez là, vous avez le droit de la minute sociale. Je suis pas sûr que vous reviendrez dans le 13-14 de Stéphanie. Mais si, la contradiction est là. Mais oui, exactement. Bon, on se retrouve dans quelques instants. On parlera de ce 1,5 million de signatures contre la loi du plomb. Europe 1 13h, c'est jusqu'à 14h avec Stéphanie Demuru. Il est 2h moins le quart sur Europe 1.